Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Les tragédies oubliées. Au terme de la Seconde Guerre mondiale et face à la négation absolue de la dignité humaine par la barbarie nazie, la communauté internationale crée l'Organisation des Nations Unies, l'ONU. Comme la Société des Nations, SDN, quelques décennies plus tôt, la nouvelle organisation multilatérale se proposait d'empêcher le retour à la guerre, les exactions et massacres à grande échelle, car contraire à l'éthique de la responsabilité et du privilège de la raison dont se prévaut l'humanité des temps modernes. Moins d'un demi-siècle seulement après ces réformes institutionnelles et la proclamation de ces généreux principes, au Rwanda ou au Soudan, Jean-Pierre Ndiaye, longtemps avant qu'elle n'exacerbe jusqu'au drame qui suscite aujourd'hui indignation et réprobation, tire la sonnette d'alarme sur des situations potentiellement explosives, des tragédies collectives à ciel ouvert pourtant ignorées des grands médias et des grands centres de décision planétaires. La stupeur récente du monde entier après le génocide rwandais et le balai diplomatique actuel sur la question du Darfour donnent la mesure de l'humanisme viscéral et de la rare prescience de Jean-Pierre Ndiaye à lire à travers les lignes du présent l'amorce des enjeux dans lesquels se dessine un visage souvent peu glorieux de la condition humaine, sans que nous fassions valoir notre capacité et notre devoir d'indignation. Texte intégral, Jeune Afrique, 1er septembre 1970, numéro 504. Les Noirs américains. Il y a quelque chose de changé aux États-Unis. Un voyage récent m'a permis de réaliser concrètement les profondes transformations qui s'annoncent et se préparent au cœur même de la citadelle de l'Occident. Le peuple afro-américain, avant-garde de la lutte qui monte, est en train de faire des progrès gigantesques dans le domaine de l'organisation, de la conquête de son autonomie et de la confiance en sa force si longtemps étouffée sous les chaînes et dans le sang. Sous l'effet de cette lutte, l'édifice américain tout entier est maintenant soumis à une convulsion profonde. Arrivé à l'aéroport Kennedy par une chaleur torride, après quelques altercations avec les agents des services américains d'immigration, je m'entends interpellé par deux jeunes Afro-Américains. Ce sont deux Black Sisters, militantes de la lutte de libération. Elles portent sur la poitrine l'insigne du Black Panther Party, dont elles sont probablement des sympathisantes, comme la plupart des jeunes Afro-Américains, et la photo de Huey Newton. À mon étonnement, car je ne les connais pas, elles me rassurent. Nous venons de la part de B, un frère qui sait que tu es de passage ici. Le regard ferme, le pas décidé. Mes deux hôtesses traversent la foule avec calme et détermination. Cette fermeté me frappe et je ne puis m'empêcher de me rappeler l'allure toujours aux aguets qu'avaient il y a encore quelques années, les Afro-Américains dès qu'ils devaient affronter le monde blanc. Nous gagnons la sortie. Taxi. Non, dit l'une des jeunes filles, nous avons notre propre voiture, notre propre sécurité. Au bout d'une demi-heure de route, nous sommes en plein Manhattan, quartier situé à environ 1 kilomètre de la frontière du ghetto. Là aussi, les choses ont bien changé. La situation est devenue claire, c'est très simple. La ligne de démarcation entre le quartier blanc et le ghetto noir est maintenant tracée non par des plaques municipales, mais par un épais dispositif de cars de police et de policiers armés et nerveux. Descendus de voiture, nous empruntons un long couloir et montons dans un ascenseur qui nous conduit en haut d'un immeuble où nous sommes attendus. J'y retrouve avec joie un ami afro-américain qui, après de chaleureuses accolades, m'introduit dans ma chambre et me conseille de prendre un bain. We are leaving tomorrow morning. Sleep now Jean-Pierre, take care of yourself. Dans la pièce voisine de ma chambre, durant la nuit, 3 machines à écrire rivalisent de vitesse, 2 voix d'hommes avec cet accent particulier au noir du Sud dictent des articles et des notes. Tenu en éveil par le climat d'intense travail qui règne ici, j'écoute sans toujours comprendre ce langage du Sud, les mêmes expressions reviennent sans cesse. Brothers and Sisters, Recent Events in Legitimate Concept. Violence, to acquire power, America is Babylon, power to the people. White man feared the black man, the historical development of this country. To see how the white man. Violence ouverte. Gagné par cette ardeur militante, je ne puis garder la chambre, je sors et rejoins la salle de travail. Une dizaine de personnes y travaillent, chacune à son poste, filles et garçons ont la même attitude, militaire et disciplinée, la même tenue, veston en cuir noir. Je reconnais la W, ex-assistant de sociologie qui,
après plusieurs années de recherche au Nigeria et au Kenya à l'époque de Kennedy, a aujourd'hui déserté l'establishment, renonçant à la carrière universitaire dont il était assuré pour se consacrer à l'organisation de la lutte. Il a 26 ans, une taille d'athlète, 1,98 m, 80 kg. Il dicte. There are 5 aspects of violence. There is aggressive violence, retaliatory violence, defensive violence, non-violent violence, to self and lawless violence. 4. Pour un Africain qui partage sa vie entre l'Afrique d'expression française et l'Europe, région où actuellement la température politique et sociale est plutôt tiède, où la colère des masses exploitées est constamment détournée, désamorcée par l'incurie des oppositions démocratiques, l'Amérique de 1970 offre un tout autre visage, le visage d'une réalité radicalement différente qui annonce des changements décisifs. Ici, la violence ne reste pas longtemps latente, potentielle, comme dans les bidonvilles de la Médina de Dakar, de Treichville ou d'Aubervilliers. Ici, la violence est ouverte, clairement formulée, explosive. À la mesure du système impérialiste le plus puissant qui lui a donné naissance et qui l'alimente, la violence révolutionnaire aux États-Unis se manifeste dans tous les domaines, parce qu'elle est la seule riposte à la violence criminelle du gouvernement américain. Ici, la violence révolutionnaire ne s'encombre pas du verbiage éclectique et précautionneux des marxistes européens, elle s'exprime sans phare, nue comme la misère à l'état pur. Actuellement, elle cherche à s'ordonner, à se structurer en regroupant autour d'elle tous ceux que l'ordre du pouvoir impérialiste, l'establishment, a rejetés, bannis de ses rangs. Face au pouvoir de Wall Street, de la Maison-Blanche, émerge lentement, mais sûrement le pouvoir des millions de Noirs des ghettos, et parallèlement celui des Blancs pauvres et de la jeunesse blanche, qui refusent de plus en plus farouchement les idéaux de l'Amérique, ou qui en tout cas n'y croient plus. Minuit et demi, je quitte mes hôtes militants pour me lancer à l'improviste à l'écoute de la rue. La rue dans les villes américaines, c'est cette assemblée populaire, réellement démocratique, où siègent en permanence des milliers, des millions d'Américains qui n'ont aucun porte-parole au Congrès, qu'aucun parlementaire ne représente pour exprimer leurs besoins, leurs revendications. Ces millions d'hommes sont le lumpen prolétariat américain, le siège véritable de leur pouvoir est la rue, comme le souligne Eldridge Cleaver dans l'analyse qu'il fait de l'idéologie du Black Panther Party. Il est très important de reconnaître que la rue appartient au lumpen, et que c'est la rue qui sera le lieu de la révolte du lumpen. Lumpen prolétariat. Une des caractéristiques marquantes de la lutte de libération des Noirs aux États-Unis est que la plus grande partie des actions ont lieu dans la rue. Cela vient du fait que c'est généralement le lumpen noir qui a été le fer de lance des rébellions noires. C'est en raison de son rapport aux moyens de production et aux institutions que le peuple noir ne peut exprimer sa révolte au niveau des moyens de production et des institutions, car ce rapport est typique du lumpen. Mais cela ne veut pas dire que les rébellions dans les rues ne sont pas l'expression légitime d'un peuple opprimé. Ce sont les seuls moyens que le lumpen possède pour se révolter. À 4 reprises, je fais signe à des taxis conduits par des blancs. Aucun ne s'arrête. Ils roulent à grande vitesse. 200 mètres plus loin, je monte dans un bus, aucun passager blanc à l'intérieur. Je descends à la 5e section, carrefour très animé, scintillant de néons, de boutiques, de vitrines. Une foule en kermesse va et vient, s'y côtoient de riches fêtards blancs et les pauvres, noirs, portoricains ou mexicains en quête de bonne fortune ou de mauvais coups. Toute cette foule disparate déambule, ice cream en main, au rythme de la soul and pop music qui fuse de tous les magasins du boulevard. Le commerce du livre est ici florissant, partout des boutiques shops de livres, de disques, de posters. Les ouvrages et publications révolutionnaires et la dernière nouveauté, la littérature sexuelle, se disputent la place de choix. Aux États-Unis, tout ce qui peut se vendre, tout ce qui peut trouver acquéreur se vend, et si l'acquéreur manque, on le provoque. C'est pourquoi le marché actuel du livre entend suivre de près la demande des textes révolutionnaires, en même temps qu'il crée une nouvelle clientèle du côté des complexes sexuels. Il y a autant d'acheteurs que de lécheurs de vitrines. Dans ce décor de festival nocturne, se croisent sans trop se mêler les hippies blancs crasseux aux cheveux longs, les chômeurs afro-américains et mexicains au regard plein de haine, la classe moyenne et les riches blancs américains en mal d'exotisme et de sensationnel. Oui mon gars.
Un passant signale un attroupement qui vient de se former au coin de la 45e rue. Bousculade. Les badauds se dirigent vers l'endroit où quelque chose se passe. Au milieu de la foule, un jeune noir de 24 ans dont l'allure est celle d'un professeur de collège s'adresse à un ouvrier blanc. « Well bon, tu veux comprendre, eh bien tu comprendras, cela n'a rien d'incompréhensible. » C'est très clair. Il suffit simplement de ne plus écouter cette sale radio, cette sale télévision, et de ne plus lire ces sales journaux qui, depuis bientôt 2 siècles, vous racontent des histoires fausses. Ils vous cachent notre vraie histoire, celle qui est cause qu'aujourd'hui toi et moi, vous et nous sommes dans de sales draps, enlisés dans le lit du racisme, du capitalisme et de l'impérialisme. Ce lit sur lequel nous sommes couchés comme des cadavres, nous devons le casser. Ces draps dans lesquels nous sommes enveloppés comme dans un linceul, nous devons les mettre en pièces. Oui. Tout dans ce pays sans le cadavre, le meurtre. Tel est le prix de la liberté du peuple noir et par conséquent, celle du peuple blanc. Je suis totalement d'accord avec les revendications des Noirs qui veulent du travail, des logements et l'instruction. Je suis d'accord avec vous et crois-moi, il y a de plus en plus de Blancs qui commencent à réaliser comme vous que l'Amérique est devenue Babylone. Il y a quelque chose qui ne va plus du tout, ça je le sais très bien et tout le monde ici le sait. Well, mais ce que je ne comprends pas, c'est quand vous refusez de travailler à l'intérieur des syndicats pour changer cette situation. Je ne comprends pas que vous continuiez à nous traiter de racistes, à traiter tout le monde de racistes. Je crois qu'ici en Amérique, et particulièrement dans le Nord, c'est l'exploitation économique qui existe et non le racisme. C'est le fait que cette gigantesque richesse est détenue par une poignée de trusts qui manipulent le pays et le peuple comme ils l'entendent. C'est contre cette force gigantesque de l'argent que nous devons combattre. Écoute, frère, si je puis m'exprimer ainsi, les syndicats dont tu me parles ont depuis leur naissance collaboré avec le big business pour réduire la communauté noire à l'esclavage et à la mendicité. Quant au racisme, il est inséparable de l'exploitation et de la frustration dont la communauté noire a été et continue d'être la victime. Qui a bâti ce pays au prix du crime et du racisme? Qui a exterminé les Indiens? Qui a maintenu les Noirs sous le joug de l'esclavage pendant plus de 3 siècles? Quelle était l'attitude des Blancs pauvres, des ouvriers blancs quand on nous lynchait en masse dans le Sud, quand on nous pendait? Te rappelles-tu d'Emmett Till, de Charles Parker, des Sammy Young, des Ruby Robinson, de Medgar Evers, ces milliers de crimes perpétrés par des racistes individuels qui, au lieu d'être punis, sont félicités et même récompensés? Ici, dans le Nord, que font les honorables syndicats blancs quand on nous parque dans les ghettos? Quand pour un rien on nous expédie ces régiments de pigs, flics? Quand on nous refuse du travail, quand on assassine et cherche à mener à la chaise électrique les hommes les plus intelligents et les plus capables de notre communauté? Je cite Malcolm X, Luther King, Rap Brown, Bobby Seale, Huey Newton, Eldridge Cleaver. Oui, mon gars, je sais que tous ces forfaits commencent à troubler le sommeil et la conscience de l'Américain moyen, mais il vous faudra choisir entre la cause de la communauté noire qui est une juste cause et la cause des pigs qui est une cause injuste, condamnée à long terme. Ni Nixon ni les flics. Le débat est animé. Il y a autant de Blancs que de Noirs, de Portoricains et de Mexicains. La foule écoute attentive. Elle semble prendre plaisir à cette discussion spontanée et ouverte, où sont enfin exclus les ténors de la politique officielle. Un Blanc d'une 50aine d'années, monsieur très distingué, un libéral certainement, se fraye un chemin et face aux militants noirs se présente. Je suis de Chicago comme vous. Je suis de ceux des Blancs qui, avant même que vous naissiez, avaient prévu ce qui arrive aujourd'hui, et nous n'avons jamais cessé de combattre pour alerter les dirigeants de ce pays. Notre combat fut dur, difficile. Avez-vous fait le compte des libéraux blancs qui ont perdu leur poste, leur avancement à cause du soutien qu'ils ont apporté à la cause noire? Avez-vous fait le compte de ceux d'entre nous qui ont dû plier bagages, quitter leur région natale sous la pression des extrémistes blancs? Eh bien, je fais partie de ceux-là. Alors, je vous demande, allez-vous avec votre révolution totale foutre en l'air le travail accompli par 2 générations d'Américains blancs et noirs? Le problème de l'Amérique n'est pas une révolution totale de structure économique, mais une révolution sociale, progressive. Prenons un exemple. Dans chaque grande banque en Amérique, il y a des Noirs non pas comme domestiques, mais comme employés et cadres avec des responsabilités.
Il s'agit de combattre pour augmenter le nombre actuel des Noirs éduqués, des Noirs intégrés. Un groupe de jeunes hippies blancs s'esclaffe et donne la riposte aux libérales quinquagénaires. Croyez-vous, monsieur, que la proportion de vos Noirs employés et cadres dans les banques US soit égale à l'effectif des Noirs américains enrôlés dans la guerre du Vietnam? Un autre hippie. C'est une stupidité de croire encore que Nixon peut apporter une solution si minime soit-elle. Il est évident maintenant qu'aucun progressiste au pouvoir ou dirigeant n'a survécu aux États-Unis. Voyez le président Kennedy, voyez Robert Kennedy. Voyez le dernier coup fourré à Edward Kennedy. Voyez Luther King. Il ne reste plus ici que deux possibilités, ou la révolution ou l'exil. Avant que le libéral n'ait le temps de répondre, une jeune gauchiste d'origine suédoise bondit telle une Amazone. Monsieur, vous a-t-on jamais dit que vous étiez le réel prototype du libéral américain, c'est-à-dire l'ami des Noirs, des églises et des banques en même temps? Eh bien, je vous le dis. Vous et votre espèce avez été durant toute l'histoire sanglante de l'Amérique la bonne conscience puritaine humaniste qui a empêché ce peuple de voir clair. Votre rôle est à jamais terminé. Vous n'êtes plus qu'un cadavre politique. Laissez donc les Noirs faire leur révolution. L'histoire en plein air. Le débat auquel je viens d'assister me convainc mieux que les articles du Times ou de Newsweek, que quelque chose de très important se passe aux États-Unis. Les Noirs, hier silencieux, passent à l'offensive avec des arguments irréfutables qui empruntent leur rigueur à l'histoire, une histoire de plus en plus connue, maîtrisée dans sa dialectique. Leurs interlocuteurs blancs, qu'ils soient réactionnaires racistes, libéraux ou révolutionnaires, ne peuvent plus rester indifférents ou afficher un air narquois devant des accusations incisives qui ébranlent l'édifice de l'histoire officielle de l'Amérique. Je me dirige vers un autre quartier, en quête d'un autre pouls de l'Amérique en fièvre. Il est 3 heures du matin. J'aperçois à nouveau un attroupement et demande au chauffeur de taxi de m'arrêter. Il n'y a rien d'étonnant, me dit-il, c'est l'été. Il est vrai que l'été américain nous a déjà donné, et à plusieurs reprises, le spectacle d'émeutes urbaines. Maintenant, un autre aspect s'y développe, la discussion politique et la confrontation des arguments politiques entre les différentes communautés raciales. Le débat se présente comme tout à l'heure, mais il se situe à un autre niveau. Un groupe de jeunes noirs développe devant une foule l'historique de la lutte révolutionnaire afro-américaine comme partie intégrante de la lutte de libération des 3 continents et par conséquent, de la Révolution mondiale. Fausse solution. Les jeunes orateurs noirs retracent les principaux jalons de l'itinéraire du nationalisme noir. 1916, le mouvement Garvey qui va est forcé de canaliser l'afflux des Noirs du Sud vers le Nord. Les jeunes Noirs commentent le programme de Marcus Garvey, soulignant qu'il reposait tout entier sur une seule thèse. Le Noir ne recevra jamais justice dans ce pays de l'homme blanc, et l'unique solution est et sera la création d'une puissance économique noire contrôlée par le peuple noir. 1929. Le mouvement des Black Muslims créé par Wallace Farr et Elijah Muhammad. Mouvement nationaliste et religieux. Il va dénoncer le christianisme comme idéologie esclavagiste. 1963 à 1964. Le mouvement afro-américain de Malcolm X. L'irruption de Malcolm X sur la scène politique va donner une dimension nouvelle à la révolution noire aux USA. L'organisation de l'autodéfense et la préparation idéologique du peuple noir par la conquête de la confiance en ses propres forces, en sa dignité. Où en est actuellement le mouvement de lutte des Afro-Américains? Quelles sont leurs perspectives? Ce qui est nouveau aux États-Unis, c'est que le peuple noir a maintenant perdu toutes ses illusions sur le pouvoir américain. Telle est la donnée principale de la situation, qui marque un changement radical après de longues années de lutte et de souffrance. Une brève rétrospective du mouvement montre en effet que jusqu'à ces dernières années, le peuple noir a souvent lutté pour des objectifs illusoires. Depuis le début du siècle, 2 voies principales caractérisaient les mouvements de lutte ou de résistance. Un de ces 2 courants faisait confiance au pouvoir américain pour qu'il accorde peu à peu satisfaction aux revendications des masses noires. Son but était de permettre aux Noirs leur intégration dans la société américaine. Ce courant, largement suivi à ses débuts et jusqu'après la Seconde Guerre mondiale, perdit peu à peu son audience. Soutenu par les libéraux blancs,
Ce courant intégrationniste incarnait pour le pouvoir raciste la forme la moins dangereuse de la protestation des Noirs. L'autre courant, né aussi au début du siècle, ne plaçait au contraire aucune illusion dans le gouvernement américain. Il élabora et tenta d'appliquer une idéologie propre, autonome. Le nationaliste noir qui prit d'abord la forme du séparatisme, c'est-à-dire la volonté de rompre avec le pouvoir et la société raciste. Les militants et dirigeants de ce courant furent durement réprimés. Marcus Garvey voilà 40 ans. Après la Seconde Guerre mondiale, le courant nationaliste sera débordé sur sa gauche. C'est Malcolm X qui va déverrouiller les perspectives trop étroites des Black Muslims. Avec une vision claire de la situation, Malcolm repousse toutes les fausses solutions et les solutions partielles dans lesquelles s'étaient englués jusqu'alors tous les mouvements noirs. Sauvage répression. De plus, Malcolm X va mettre l'accent sur le développement des luttes de libération nationale dans le monde, ce qui lui fera définir le rôle du peuple noir aux États-Unis comme l'avant-garde de la lutte aux États-Unis, et comme le détachement avancé de la révolution mondiale aux États-Unis même. Cette dimension nouvelle, apportée par Malcolm X, va bouleverser tous les stratagèmes du département d'État américain, qui voit dans les idées de Malcolm X une menace mortelle qui risque de miner la cohésion de la société américaine, obligeant l'impérialisme US à faire face à la fois à l'extérieur et à l'intérieur à des forces de même inspiration. D'un point de vue opérationnel, Malcolm X chercha à rétablir le lien naturel entre les Afro-Américains et les Africains, persuadé que les nouveaux États africains ne pouvaient manquer d'apporter une base d'appui à la révolution afro-américaine. Ce néo-panafricanisme faisait peur aux dirigeants américains. Le temps ne sera pas donné à Malcolm d'explorer cette voie. Le 21 février 1965, jour anniversaire de la journée anticolonialiste dans le monde, Malcolm X est assassiné, en plein cœur de Harlem, pendant qu'il s'adressait à des milliers de militants. Toute la communauté noire américaine est en deuil. La colère des masses gronde, les ghettos bougent, Los Angeles, Harlem sont mis en état de siège. Durant l'été 1966, plus de 30 villes américaines sont à feu et à sang. La conscience du peuple s'élève, de nouveaux leaders émergent. Les étudiants du SNCC6 écartent l'influence des libéraux blancs de la direction des organisations et accélèrent l'encadrement et la formation des masses dans les zones rurales du Sud. La marche Meredith, dans le Mississippi, exprime l'ampleur du mouvement de protestation et de résistance. C'est au cours de cette marche qu'un mot d'ordre nouveau, le pouvoir noir, fait son apparition. Comme le SNCC, organisation non violente, d'autres mouvements pacifistes et intégrationnistes vont à leur tour effectuer des progrès spectaculaires, radicalisant leur forme de lutte. C'est en particulier le cas du mouvement dirigé par Martin Luther King, le SCLC. De la non-violence érigée en idéologie, Luther King passe à la résistance active en organisant des manifestations de chômeurs, d'éboueurs, et en prenant des positions radicales contre la guerre du Vietnam. À nouveau, les tenants du pouvoir de Wall Street prennent peur. Au printemps 1968, Luther King est assassiné. Dès lors, les masses noires perdent définitivement l'espoir dans une solution pacifique du problème noir aux États-Unis. La communauté blanche est consternée et commence à réaliser la nature réactionnaire et dangereuse du pouvoir américain. C'est à partir de là que le Black Panther Party accélère l'encadrement et l'organisation de la communauté noire des ghettos urbains en groupes d'autodéfense armés. Il s'impose de plus en plus comme le parti d'avant-garde de la révolution aux États-Unis. Pour cette raison, ce jeune parti est la cible d'une violente offensive généralisée du pouvoir. Plus de 30 dirigeants du BPP ont déjà été assassinés au cours de fusillades opérées par la police locale et le FBI. Assassinats nocturnes, arrestations arbitraires, tous les moyens sont mis en œuvre pour décimer, étouffer dans l'œuf les espoirs de la révolution aux États-Unis. Face à la sauvagerie des attaques criminelles qu'il subit, le Black Panther Party ne cesse d'expliquer que la lutte des Afro-Américains compte et est en droit de compter sur le soutien des progressistes du monde entier. Solidarité internationale. Aujourd'hui encore, plusieurs militants, dont les fondateurs du parti, Huey Newton, Bobby Seale, sont passibles de la chaise électrique. Si le gouvernement américain recule encore et hésite,
c'est uniquement à cause des puissantes manifestations de masse organisées aux États-Unis en faveur de la libération de Bobby Seale, de Huey Newton et d'Angela Davis. Telles sont les grandes lignes du développement de la lutte des Noirs américains durant ces dernières années. Quant à l'avenir, d'aucuns s'efforcent de spéculer sur les perspectives de telle ou telle organisation d'avant-garde, faisant des pronostics radieux pour telle organisation, condamnant telle autre, et vice-versa. Ces pronostics au ton prophétique n'ont aucun intérêt parce qu'ils font fi du principal, de l'essentiel, la conscience nouvelle de la communauté. Ce qui est important et qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui la conscience culturelle et politique de millions de Noirs américains a franchi une nouvelle étape, un point décisif de non-retour. Désormais, la communauté noire tire sa force d'elle-même. Après avoir été longtemps influencée par des idées qui lui étaient étrangères, elle a maintenant ses propres 8 leaders et penseurs, dont l'expérience, de l'école du ghetto à l'école des prisons, a fait des théoriciens et des organisateurs capables, résolus et de renommée internationale. Forts de cette ressource, les jeunes Afro-Américains s'inspirent dans leurs réflexions et dans leur action de leurs propres penseurs. Ils ont cessé de faire appel à l'extérieur. La communauté noire, en récupérant la puissance intellectuelle de ses enfants, de ses étudiants, a par là même brisé définitivement le carcan de la dépossession culturelle qui stoppait son développement. C'est ce qu'analyse Eldridge Cleaver dans son étude sur l'idéologie du Black Panther Party. Nous savons que nous devons compter sur nos propres cerveaux pour résoudre les problèmes idéologiques qui nous sont propres. Voilà trop longtemps que le peuple noir s'en remet aux analyses et aux perspectives idéologiques des autres. Désormais, notre lutte en est arrivée à un point où ce serait vraiment un suicide pour nous de nous cantonner dans cette position de dépendance. Personne au monde n'est dans une situation identique à la nôtre, et personne d'autre que nous-mêmes ne pourra nous tirer de là. Si nous devons mourir pour des idées, que ce soit au moins pour les nôtres. Aujourd'hui, les mots d'ordre autour desquels s'articule la détermination des militants noirs et blancs aux USA sont « Libérer Huey Newton »,« Libérer Bobby Seale ». La jeunesse et les intellectuels militants des pays européens, de la Suède, de la Hollande, de la France notamment, ont donné un large écho à cet appel des Noirs américains en organisant durant toute l'année 1969 des séries de meetings et de réunions d'information en faveur de la lutte acharnée que poursuit dans des conditions difficiles le Black Panther Party. Ainsi s'est concrétisée la solidarité agissante et fraternelle des militants européens et des révolutionnaires noirs américains. À l'adresse de l'Afrique, de la jeunesse universitaire africaine, les militants noirs américains ne cessent de tendre une main fraternelle. Mais les obstacles sont nombreux. Les intellectuels africains étant moins portés à l'ouverture, moins affranchis que leurs homologues européens parce que enfermés dans le ghetto du nationalisme des indépendances. Plus que jamais, l'établissement d'un pont s'impose entre les Africains et les Afro-Américains, afin de renforcer le courant de solidarité internationale qui aujourd'hui se développe, sans la contribution de la jeunesse africaine. Texte intégral, Jeune Afrique, 27 mai 1972, numéro 594. Hitler au Vietnam. L'escalade de souffrances auxquelles sont soumises les millions de familles vietnamiennes connaît aujourd'hui un degré jamais atteint. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères de la RDVN vient à juste titre d'accuser le président des États-Unis d'être plus barbare que les fascistes hitlériens. D'aucuns considèrent cette affirmation avec une approbation teintée de scepticisme. Oser comparer Nixon à Hitler paraît à beaucoup abusif. Pourquoi les horreurs d'aujourd'hui ne soulèvent-elles pas la réprobation d'hier ? Au moment même où l'escalade de la folie atteint un niveau sans précédent, la solidarité en faveur du peuple vietnamien est presque inexistante, contrairement à ce qu'elle était au début de l'escalade voici 7 ans. Ce paradoxe amène à s'interroger. La sympathie pour la résistance du peuple vietnamien n'était-elle pas fonction d'une vogue ? Les faits. En 1965, sous Johnson, au temps des premiers bombardements sur le Nord-Vietnam, un peu partout dans le monde, les ambassades américaines devaient faire face à de puissantes manifestations. L'impulsion de ce grand mouvement de solidarité internationale va isoler l'Amérique. Ébranlé, Johnson recule. Octobre 1968. Il est contraint d'arrêter les raids contre le Nord-Vietnam. Usé, il cède la place à Nixon en 1969.
Avec Nixon, c'est l'avènement d'une nouvelle stratégie, la plus perfide. Ici, le cerveau sera mis au service de la force, le pouvoir pour atteindre son objectif, désarmer l'opinion publique tout en accélérant la guerre, s'entoure d'intellectuels rompus aux techniques de l'action psychologique à grande échelle. Il en résulte A. Sur le plan strictement vietnamien, le plan Nixon de vietnamisation. Il consiste à faire combattre les Asiatiques par les Asiatiques, en clair, changer les couleurs des cadavres en les uniformisant. Sur le plan européen, une offensive idéologique à caractère culturel en direction de la jeunesse et de l'intelligentsia des démocraties libérales. Or, si le plan de vietnamisation n'a pas pu venir à bout d'un peuple résolu à défendre son indépendance, par contre le grand mouvement de solidarité a été étiolé par cette offensive. De quoi s'agit-il en fait ? Du déferlement d'une quantité et d'une variété de produits culturels nouveaux, présentés comme l'expression d'une civilisation nouvelle mais en rupture complète avec le courant historique. C'est la nouvelle idéologie. L'idéologie de la société de consommation, sexualité, psychanalyse, drogue, propagée par la littérature, le théâtre et le cinéma, cette idéologie de l'absurde et de l'impuissance se propage en empruntant divers thèmes. L'humain unidimensionnel, la conscience de soi, ni Marx ni Jésus, marxisme et sexualité. Jésus superstar. Par l'action conjuguée, et acceptée car indolore, de cette sous-culture made in USA, la conscience collective s'est écartelée pour se détacher de tout lien collectif, de l'humanisme. C'est l'anesthésie collective. D'où la disparition subite des comités vietnamiens qui, en Europe, se comptaient par milliers jusqu'en 1968. Le vide culturel ainsi créé aura pour conséquence la prolifération des groupuscules gauchistes, l'atomisation des forces d'opposition. Mais comment l'Amérique est-elle arrivée à geler à ce point, elle apostrophe opinion publique internationale ? Revenons en arrière. En Europe, la disparition du général de Gaulle, principal obstacle à l'hégémonie américaine, coïncide avec la pénétration en force de la politique de consommation sous toutes ses formes. Depuis lors, en France, aucune politique officielle d'opposition aux États-Unis n'a été mise en avant, au contraire. Par voie de conséquence, dans les pays africains encore liés et dépendants de l'Europe, la propagande américaine a trouvé un terrain d'accueil plus favorable. Simultanément, la disparition de Nasser, guide du monde arabe, marque le recul du mouvement anti-américain dans les pays arabes. Quand on sait que le pape, les associations à vocation humaniste, telles que les droits de l'homme, se réfugient dans un silence glacial, on peut se demander si explicitement ou implicitement, l'Europe n'a pas choisi d'être aux côtés des États-Unis dans l'affrontement entre les pays riches et les pays pauvres. Il devient alors clair que ce que l'on a appelé en Occident la victoire des forces de liberté sur le fascisme hitlérien, ne fut en réalité qu'une remise en ordre intérieur, mais en tout cas un leurre pour les peuples du tiers-monde. En fait, la victoire des forces dites de liberté n'a pas du tout enrayé la marche du fascisme dans le tiers-monde. Mieux, ces prétendues forces de liberté sont devenues les meilleurs héritiers du fascisme hitlérien, en imposant à l'échelle mondiale un génocide avec des moyens et à des dimensions sans précédent. Si la victoire du peuple vietnamien ne fait aucun doute, il est une vérité non moins évidente, c'est que demain les peuples africains devront à leur tour payer le prix. La meilleure manière de s'y préparer est d'apporter sans tarder leur solidarité au peuple vietnamien. Texte intégral, Jeune Afrique, 5 août 1972, numéro 604. Vietnam, l'horreur quotidienne. Que chaque individu prenne parti contre ce double génocide qui n'est plus un problème politique, mais un problème humain. De quoi s'agit-il ? Du Vietnam encore une fois. Assez de discours. Quelques données. Dans le Sud, 220 000 tonnes de bombes en 80 jours, larguées par les forces américaines, soit en moyenne près de 2 tonnes de bombes par minute. Dans le Nord, 80 000 bombes en 3 mois chargées chacune d'une tonne d'explosifs. 26 millions de cratères creusés par des bombes, soit, en termes épidémiques, 26 millions de nids pullulants de moustiques porteurs de malaria. Encore signé Nixon. Les digues bombardées chaque jour menacent de se rompre, engloutissant les ressources et la vie de millions de paysans vietnamiens. Voilà quelques chiffres. Ils ne résument qu'un aspect de l'assassinat infligé au peuple vietnamien.
assassinat inscrit au menu quotidien par le système politique le plus dément de l'histoire humaine. Son nom est synonyme de terreur. C'est le capitalisme américain, le modèle qu'on nous présente, où la puissance démesurée est proportionnelle à une décadence sans limite. Ici, la science est au service du crime. Ces chiffres, ces faits sont aujourd'hui connus, publiés, lus. Un autre élément complémentaire, l'intensification au Vietnam d'une forme de guerre spéciale. Elle a pour nom la guerre chimique. Le caractère absolu de sa capacité de destruction a été dénoncé et condamné depuis longtemps par les grandes puissances, elles-mêmes, notamment dans la Convention de Genève en 1925. À cette époque, tous les États européens, malgré leurs divergences qu'ils savaient les mener inexorablement vers cette seule issue qu'est la guerre, avaient pourtant unanimement pris la précaution de rejeter, mieux, de proscrire le recours aux armes chimiques et toxiques. En effet, l'utilisation de ce type d'armes non seulement provoque une destruction totale, mais engendre des conséquences incontrôlables et illimitées qui de ce fait annulent et rendent caducs les objectifs mêmes de la guerre, à savoir annexion de territoire, accaparement ou contrôle des ressources, vassalisation politique de l'adversaire. En clair, les effets consécutifs à la guerre chimique, tant sur l'atmosphère, sur le milieu naturel, que sur les espèces humaines, animales et végétales, en se faisant sentir bien après la guerre, se retourneraient inévitablement sur les conquérants eux-mêmes. Ces effets, qui menacent le développement de la vie humaine et de toute vie, vont à l'encontre des objectifs initiaux qui motivent toute guerre de conquête ou de domination. En un mot, le recours à ce type d'armes place la guerre à un autre niveau. Ce n'est plus ou plus seulement le gain, l'appropriation, la conquête. L'objectif ici est contraire à celui que vise toute guerre. Il n'est donc plus ni politique ni économique. Il s'agit d'autre chose, dont la gravité est sans nom, tellement grave que la langue des hommes ne lui a pas encore trouvé un nom. C'est justement pourquoi, à de nombreuses reprises, les puissances européennes, depuis la fin du XXe siècle, depuis le développement de la chimie, ont banni le recours aux armes chimiques. 1868, Manifeste de Saint-Pétersbourg. 1899, Convention de La Haye. 1907, Nouvelle Convention de La Haye. 1919, Traité de Versailles. 1922, Traité de Washington. 1925, Convention de Genève. 1930, Convention du désarmement. Jusqu'à récemment, en 1969, dans un rapport d'une commission d'experts des Nations Unies. C'est justement pourquoi le président des États-Unis, Roosevelt, déclara en 1943 « Je ne peux pas croire qu'une nation, y compris nos ennemis actuels, il s'agissait alors des nazis, puisse vouloir employer une arme aussi horrible et inhumaine. L'emploi de telles armes est défendu par l'humanité civilisée. » Il s'agissait alors, entre pairs, de s'entendre sur certaines lois de la guerre. Dans 2 cas seulement, cette loi a été enfreinte. En 1936, les responsables de l'Italie fasciste anéantissent en 4 jours à l'hypérite, gaz asphyxiant, le corps d'élite de l'armée éthiopienne, à Makale. En 1941, les Japonais vont introduire des produits chimiques dans les obus utilisés contre les troupes chinoises. 2 infractions seulement, toutes 2 visaient des peuples pauvres, refusant l'asservissement. Au Vietnam, actuellement, il s'agit aussi d'un peuple pauvre, résolu à maintenir son droit à la vie et à ne plus se dessaisir de l'initiative de son destin, à l'indépendance. Une seule différence, il ne s'agit plus ici d'un emploi localisé, mais du déversement généralisé de produits toxiques. Toute surface vivante, tout ce qui soutient la vie jusqu'à la vie même est une cible. Arrosage de gaz chimiques sur les récoltes, les forêts, sur la terre. Résultat, dans ce pays essentiellement agricole, 44% des surfaces cultivables sont inutilisables, condamnées. Le sol, bouleversé dans sa substance même, se transforme en latérite, impropre à toute culture. Les forêts, qui constituent une des principales ressources domestiques et industrielles, charbon de bois, fibres textiles, seront improductives pendant 30 ans. Cela, sur le plan des ressources qui se trouvent dans l'environnement. Il s'agit là de la destruction systématique du milieu naturel des populations. L'autre plan, la population, l'homme. Là aussi, mais avec des conséquences beaucoup plus dramatiques, la guerre chimique poursuit le double but de tuer dans le présent, de tuer dans le futur. Le génocide par la guerre chimique ne consiste pas seulement à frapper d'atrophie la population présente,
mais aussi de frapper de mutilations sa descendance. Or il s'agit de mutilations imparables, sans remède. De plus, sans limite perceptible. Quelques exemples. Sur les Vietnamiens qui vivent, on relève des milliers de cas de personnes frappées d'asthénie, de baisse de la vie, de neurasthénie profonde, lésions oculaires, névrite, cataracte, pire, impuissance sexuelle, troubles de la menstruation chez les femmes. Sur les petits Vietnamiens à peine nés ou à naître, des milliers d'enfants mort-nés, des milliers d'enfants mal formés, anormaux, microcéphalie ou tête anormalement petite, macrocéphalie ou tête anormalement grosse, membres déformés, mains avec plus de 5 doigts, paralysie du système nerveux, perte du sens de la direction et de l'équilibre. Des enfants, nés depuis l'épandage de produits toxiques, présentent des anomalies telles que respiration bruyante, bouche entrouverte, langue saillante hors de la bouche. Tous signes qui rappellent ceux des enfants anormaux ou débiles. Les chercheurs et médecins qui ont étudié ces cas concluent à la multiplication d'aberrations chromosomiques dans des proportions graves, par exemple, telle anomalie qui, dans des conditions normales, survient une fois sur 700 ou 1000 naissances, touche au Vietnam, dans les régions arrosées de produits chimiques, 2 naissances sur 4. Ces chercheurs vietnamiens concluent: quel sera l'avenir d'une population confrontée à des bouleversements écologiques qui n'épargnent même pas, tout comme la guerre atomique, le patrimoine chromosomique humain? Le cancer, en particulier les leucémies, et les monstruosités humaines seront certainement les dangers les plus graves. Telle est la question posée par un peuple paysan qui n'exige qu'une chose: le droit de survivre et de vivre dans la fidélité et l'amour de ses propres valeurs. Les mêmes chercheurs ajoutent: à l'heure actuelle, par l'altération de leurs chromosomes, il existe 2 populations qui semblent partager le même sort tragique. La population survivante d'Hiroshima et de Nagasaki et les victimes de la guerre chimique du Sud-Vietnam. Tels sont les faits qui concrétisent ce que tout le monde connaît et qu'on appelle la guerre du Vietnam. Pourtant, malgré la gravité des questions qu'elle pose à l'humanité entière, l'opinion publique internationale s'en est dessaisie, tout au moins dans son aspect fondamental. Ceux qui sont informés et par voie de conséquence, sont à même d'exercer une pression, semblent avoir accepté la folie du monstre qui acharne à défigurer la vie et à la transformer à son image. C'est là la tragédie. Tout se passe aujourd'hui comme si la guerre du Vietnam faisait partie d'un décor quotidien. Une affaire d'habitude, à la limite un spectacle. De la même façon que les clochards font partie du décor parisien ou des grandes cités. Ce qui est en jeu, le fond du problème n'est plus perçu. Il s'est évaporé, déplacé telle une nuée. Même ceux qui condamnent la guerre en ont perdu le fil qui conduit à en saisir la signification profonde, son sens réel. À savoir que cette guerre a pour enjeu 2 conceptions de l'homme et de la vie radicalement contraires, celle d'un monstre d'une part, celle des hommes d'autre part. Elle apostrophe insupportable et que la guerre est abordée comme un fait établi, un accident inévitable mais supportable. Comment peut-il en être autrement lorsque l'on sait que les états-majors politiques et les organes d'information ont conçu à l'intention de l'opinion, qui cherche à savoir, des discours ou une littérature décharnée dont le caractère stérile et incolore contribue à débrancher l'information de la réalité la plus profonde. La transformation de l'information en discours politique a donné comme résultat la dévitalisation de la sensibilité, cette faculté humaine créatrice d'un lien immédiat de solidarité entre les membres de l'espèce humaine. Ainsi s'explique la passivité inquiétante de l'opinion, d'une opinion qui sait, mais qui n'a pas saisi encore ce que signifie cette chose simple, essentielle, le droit de vivre. Au Vietnam, beaucoup d'hommes meurent atrocement, beaucoup d'enfants naissent handicapés, mutilés dans leur chair et leur esprit, sans espoir. Ceux qui ont échappé à la mort résistent farouchement, humainement, pour sauver leur vie. C'est là l'espoir impérieux qui, à plus d'un titre, mérite d'être soutenu, défendu. Pour ce faire, il ne s'agit plus d'abandonner le sort de ce conflit décisif aux grandes puissances, mais que chaque individu, parce que concerné, se pose des questions et prenne parti contre ce double génocide qui n'est plus un problème politique, mais un problème humain. Appel, Jeune Afrique, 18 novembre 1972, numéro 619. Vietnam, le tiers-monde intervient. Après 30 ans d'une guerre imposée au peuple vietnamien, les conditions de la paix sont fixées. Avant de prendre fin, la guerre qui a accumulé les destructions a aussi rempli les prisons. Les détenus politiques au Sud-Vietnam se comptent par dizaines de milliers.
Au moment même où les accords américano-vietnamiens prévoient l'ouverture des prisons et la restauration pour la première fois d'une vie politique normale, la vie de ces prisonniers est en danger. À Saïgon, des extrémistes aux abois, le général Thieu et ses forces de répression ont mis au point un plan d'extermination de milliers de patriotes emprisonnés, intellectuels, libéraux, bouddhistes, catholiques. En exterminant ces patriotes, le général Thieu priverait l'une des composantes essentielles du peuple vietnamien de ses meilleurs cadres, l'empêchant de contribuer à la réconciliation des Vietnamiens et à la reconstruction de leur patrie. En cette minute ultime où se scelle le destin du Vietnam, également le destin de tous les peuples du tiers-monde opprimés, il est urgent que l'opinion publique internationale et d'abord celle du tiers-monde pèse de tout son poids pour éviter la tragédie. Les signataires, qui viennent de tous les horizons du tiers-monde, inquiets du sort des prisonniers politiques au Sud-Vietnam, appellent tous les peuples et tous les responsables politiques, intellectuels ou religieux du tiers-monde à manifester leur volonté de les sauver. Ils préconisent de multiplier partout les interventions auprès des autorités diplomatiques et consulaires américaines ou sud-vietnamiennes. Texte intégral, Jeune Afrique, 8 avril 1972, numéro 587. Sharpeville, si jamais je t'oublie. À Sharpeville, le 21 mars 1960, des centaines de combattants de la liberté, membres de l'African National Congress aux mains nues, fauchés par la mitraille, tombent et rendent l'âme sur leur propre sol. L'étau de la folie criminelle, telle une machine infernale, refuse de céder. Défié, le monstre sort ses griffes, encore prêt à bondir. Encerclé et tenu en joue par l'implacable armée de métal, une marée humaine, des milliers d'hommes, femmes, enfants et vieillards couchés à même le sol, au coude à coude, le front contre la terre brûlante, mordent le sable, plein de terreur et de haine. Une mer de silence mêlée à l'odeur de poudre et de chair humaine submerge la ville. Sharpeville, dès cet instant, devient un autre Oradour, là où la liberté assassinée rôde comme un fantôme. Soudain, brutalement, de ces mêmes milliers de gorges pétrifiées roule un grondement de voix qui s'enfle comme le tonnerre. Le cri déchirant de la liberté a crevé la nuit, et le brouillard du fascisme concentrationnaire du pouvoir pâle. Pendant qu'une épaisse nuit s'acharne à recouvrir cette partie meurtrie de l'Afrique, le Sud, un grand voile s'abat sur l'autre partie enchaînée dans les festivités des indépendances. Nous sommes en 1960. Pour un temps, les peuples du continent sont désaccordés. Ici les hommes sont mis au fer, là ils mordent au mirage des indépendances. Mais voilà que survient le grand changement, la fin des illusions, l'époque où les peuples à genoux, tête courbée, poings serrés, le monde sur les épaules disent « non au pouvoir pâle, non à l'esclavage ». Pour les hommes libres, les maîtres, ceux qui ont un nom, le mot esclavage ne veut rien dire. Tout juste l'évocation confuse d'un système social ancien, enfoui quelque part dans le passé. Un mythe. En Afrique du Sud, par contre, le mot n'évoque pas. Il fixe, désigne la vie volcanique à feu et à sang de l'esprit et du corps. Il fixe et désigne des milliers d'hommes quotidiennement broyés, terrassés, des millions d'hommes qui depuis la première aurore n'ont plus revu le jour. Opaques, les nuits sont des siècles. Pour les vrais fils d'Afrique, ceux qui sont résolus à tourner le dos au déshonneur et à la trahison, Sharpeville ne peut pas être un mythe, c'est une étape décisive de la longue marche du continent vers la liberté et la dignité, c'est cette étincelle qui ne doit plus s'éteindre et dont le message doit être assumé par chaque Africain où qu'il se trouve et quels que soient ses moyens. Depuis lors, en 1960, il y a maintenant 12 ans, l'étincelle de Sharpeville s'est rallumée dans plusieurs endroits. L'un après l'autre 1961, 1962, 1963, les peuples de Guinée-Bissau, d'Angola, du Mozambique ont pris les armes et déclenché la guerre populaire pour extirper le colonialisme portugais de cette terre d'Afrique. 1965, nos frères afro-américains en réponse à la violence fasciste surgissent des ghettos et mettent 100 villes en flammes. 1972, au Zimbabwe, le peuple descend dans la rue pour s'opposer à la législation de l'apartheid. Dans les métropoles capitalistes, une jeunesse farouchement éprise de justice, avec les travailleurs immigrés, dit non au pillage du tiers-monde. Explosion successive d'un même volcan jamais éteint. Tracé par le sang et le courage indomptable d'un cortège interminable de martyrs, le chemin de Sharpeville est maintenant clair. Il nous montre que l'espoir est dans la résistance. Toute autre voie est celle de la honte, du mensonge, de l'esclavage.
Texte intégral, Jeune Afrique, 2 mai 1979, numéro 956. Le testament de Steve Biko. 4 ans avant sa mort, celui qui est devenu le symbole de la lutte des Noirs en Afrique du Sud écrivait en 1973 les dernières lignes de ses mémoires. Jean-Pierre Ndiaye se fait ici l'écho de son cri de révolte. L'enfer sud-africain, l'Holocauste nègre n'a pas fini d'exhaler l'odeur de ses fournaises. Le matin du vendredi 6 avril, le régime de Pretoria fait exécuter le jeune Solomon Malangu, 23 ans, voire JA numéro 954. Faisant fi de tout. Du Conseil de sécurité convoqué d'urgence par le groupe des pays africains, des 3 appels à la clémence du secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim, des démarches des États africains, de la communauté européenne, des gouvernements indiens et chypriotes et en Afrique du Sud même du Conseil des Églises et de nombreuses organisations africaines. Une horde de chacals parés de formes humaines sert comme une proie dans ses crocs une part du corps de l'Afrique, une branche maîtresse de la race nègre, de la race humaine. Des massacres de Blood River de 1838 jusqu'à aujourd'hui, le système, une horloge de terreur, ne vise pas seulement à l'exploitation, car la possession de la terre et l'appropriation de la force de travail ne lui suffisent pas, mais dans son essence, il a besoin d'aller plus loin, d'atteindre ce qui ne lui appartient pas, l'âme d'un peuple. C'est l'avilissement par la dépersonnalisation. Il s'est agi là de détruire les fondements de l'identité, histoire, culture, communauté, ouverture vers la grande famille de l'espace, et d'enfermer ces milliers de membranes dans ces cellules sans raison ni horizon. Peu de peuples dans l'histoire ont connu une telle descente. Quelle machine infernale est arrivée à enferrer, sur une terre jadis fertile, des millions de paysans et d'éleveurs dans ce quadrillage électronique? La pudique civilisation anglo-saxonne férue de démocratie, n'a-t-elle pas été un élément actif dans la genèse de cette opération? N'a-t-elle pas toujours tiré profit de la situation? Quant à l'autre Europe, France, Belgique, Hollande, non seulement elle n'a pas été dérangée par cette tumeur injectée dans le flanc de l'Afrique, mais elle s'est bien placée dans la chaîne des profits. Poursuivis sur toute la terre dans leur dernière cache, les nazis ont trouvé là-bas raison d'être et terre d'immunité. Et Israël, dont le peuple fut naguère victime de cette monstruosité humaine, a-t-il jamais cessé de renforcer les liens à tous les points de vue avec cet État pestiféré qu'est la République sud-africaine? Barricadés dans la citadelle de l'or et du diamant, sans lâcher leur prise, les Blancs sud-africains tiennent en joue la communauté mondiale, prêts à déclencher le cataclysme sur une grande échelle. Ils ne sont pas les premiers à avoir suivi les voies de l'imposture. L'Empire romain a plié sous sa férule le monde et les peuples, traquant et exterminant comme des bêtes les parias de l'époque. Sur ses cendres, l'Europe barbare surgit et se dépêche de se civiliser à travers la cuirasse de l'État et se pare du message évangélique pour le travestir, le mépriser et le souiller. Aveuglée par la lumière dont elle se croit détentrice, elle déchaîne ses forces obscures sur des peuples autres afin de savourer sa nouvelle puissance. Assise sur les 4 horizons du monde qu'elle s'est partagé, c'est au moment de ses noces que l'Europe accouche du premier monstre de l'histoire moderne. Hitler et ses pactes secrets avec les puissances de la nuit, ses autodafés de livres pour détruire la lumière de l'esprit, ses célébrations nocturnes qui préparaient la grande immolation des fours crématoires. De l'autre côté, quelque temps avant, en Orient, l'Empire arabe, dans son élan viril et dans son mirage solaire, endossera aussi le Coran dans sa recherche d'espace et de trésors, mais s'arrêtera à temps, stoppé par la démesure de l'entreprise. Chaque fois, folie de grandeur, de puissance et d'orgueil. Mais vient un temps où le maître dicte l'arrêt de chaque chevauchée humaine sur les lettres de sa loi. Vous avez hérité de l'imposture des ténèbres qui vous pousse vers une mer torrentielle de meurtres, qui vous coupe radicalement de la communauté universelle et vous conduit à vous opposer à la vie. Voilà un siècle que les Smiths, les Vorster, les Malans, aveuglés par leur fausse pureté raciale et leur vorace appât du gain, traînent cette partie de notre communauté, de notre chair, dans la boue, dans le sang, dans la mort. Nous qui ne sommes jamais sortis de notre espace dans un élan de conquête pour apporter aux autres ni le bien ni le mal. Peuple en attente, qu'on a pris pour un peuple enfant, un peuple sauvage, sans vérité. Peuple méprisé qui doit tout recevoir. On ne peut apporter du bien, tout en méprisant et en voulant du mal à celui qui donne son cœur. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons beaucoup de carences, nous sommes résolus à apprendre de la vie et des autres pour nous élever, conscients que l'ascension est longue,
et nous voulons la faire avec les autres. À l'exemple de nos pères, les peuples d'Afrique peuvent continuer à être les peuples de la musique, les peuples de la danse, du travail et de la prière. Qu'on nous rende notre terre, lieu de notre fraternité, ouverte à tous mais dans le respect de la vie. Si je parle ainsi, c'est que je crois que l'homme doit vivre libre sur la terre qui, comme le soleil, est un don du ciel, en utilisant les avantages que recèle la matière mise à la portée de ses mains et de son esprit, mais sans oublier l'essentiel, sa vocation suprême, la grâce céleste de l'éternité. Il est temps d'arrêter de nous humilier, de nous massacrer, de nous diviser. Il y a eu les nuits de l'esclavage, de la ségrégation. Aujourd'hui, le martyre de l'Afrique australe. Il y a eu Sharpeville. Cela n'a pas suffi. Il y a eu Soweto. Non plus. Le rituel quotidien des pendaisons. Que de veuves et d'orphelins, cela suffit. Libérer Mandela, dont le nom même n'a plus le droit d'être prononcé sur la terre des ancêtres. De mémoire humaine, connaissez-vous l'origine de cette peur ? Mais une lueur arrive de loin. Une voix surgit qui dissipe les ombres. Une silhouette debout qui, dans un effort de géant, redonne un axe à un univers distordu et vidé. Le livre de Steve Biko A Write What I Like, qui réunit une sélection de ce qu'il écrit jusqu'en 1973, date où il a dû se taire jusqu'à son martyre le 12 septembre 1977, donne une idée de la force de cet esprit libérateur. Texte intégral, Jeune Afrique, 6 novembre 1985, numéro 1296. Un monde d'un autre âge, pétrifié et clos. Bien avant l'avènement de Hitler en 1933, le schéma du système nazi était en place en Afrique du Sud. Comment s'est construit cet univers broyeur d'êtres humains et assassins, le 18 octobre, de Benjamin Moloïse. À toi Benjamin Moloïse, fils du soleil, salut. Un frère fils de la mer vient d'apprendre que tu as été à l'aube, assassiné dans une antre hostile. Seul, face à tes ennemis, ton cœur a lâché. Malgré les interventions des grands de ce monde, certains d'entre nous savaient que l'espoir était trop mince. Mais ta mère dans cet endroit sinistre était là, de ses yeux invisibles fixant ton regard, son cœur endolori réchauffant et animant ton souffle pour qu'il ne s'éteigne jamais. À ce moment immobile où le temps infini se déroule dans son éternité, ton nouvel être a créé un visage ascendant et debout avant même que tes bourreaux n'exécutent leur besogne, tu as culbuté la mort. La noblesse de ta fragilité a jeté une digue imprenable. L'apartheid, avec la mort de ta chair, est universellement mort en Afrique australe. Ta forme toujours debout, rayonnante et sereine, reste face à la planète Terre et témoigne. Un premier ministre socialiste, Laurent Fabius, à des milliers de lieues de cette terre d'Afrique, reste une minute en silence devant l'ambassade sud-africaine pour se recueillir, comme il le dira lui-même, devant ta mémoire. Comme tant de héros, de martyrs fauchés par cette hydre fasciste, Benjamin Moloïse a dévoilé le bastion du crime. La situation des Noirs sud-africains ne ressemble pas à celle des Noirs du monde entier, ni des autres peuples dominés. En effet, à l'insu de la conscience universelle, s'est développé dans un large espace, à l'écart de la planète, un système de puissance relié à la grande finance internationale qui a écrasé en silence, et durant des décennies, un peuple condamné à l'enfermement. Comment cela a-t-il été possible ? La raison en est que, bien avant l'avènement de Hitler en 1933, le schéma de la structure, de la doctrine et de la logique nazie était déjà uni et mis en place en Afrique du Sud, au su et au vu du capitalisme international qui à l'époque avait pour centre de gravité la City de Londres. La Seconde Guerre mondiale terminée, cette force de technique organisationnelle sans égale dans l'histoire bétonnait ses structures avec des objectifs déjà programmés en ordinateur. Ici, science, technologie et productivité sont des priorités absolues, support de la stabilité politique et fondement de l'apartheid. Pretoria et Londres deviennent partenaires. Articulés et branchés sur le flux des échanges du capital mondial et toutes les places financières de la planète, le capitalisme boursier et industriel de Pretoria se constituera en empire d'argent, donc de pouvoir, attirant quand il le désirera des investissements de toute provenance et s'introduisant en forte position dans tous les secteurs de pointe, d'innovation technologique et des marchés des multinationales. À l'égard de la Grande-Bretagne, la puissance coloniale déclinante, c'est la rupture. Mais sans casse.
À puissance financière égale et partageant la même doctrine libérale du capital, et la même origine ethnico-raciale, Pretoria et Londres deviennent des partenaires. C'est la cagnotte. Comme la Chine de Mao s'est débarrassée de la politique nippone, le Japon impérial, en 1944 et de la tutelle politique et idéologique de l'URSS en 1960, la République sud-africaine, forte de ses moyens, est depuis longtemps indépendante, comme une enveloppe dans une boîte aux lettres, dans l'ignorance totale de l'opinion publique mondiale occupée à bien d'autres choses. Quant à l'apartheid, le système ne peut être uniquement considéré comme une classique forme de domination d'un peuple par un autre. Sa charge explosive et destructrice réside principalement dans le fait que c'est un défi existentiel, un défi ethnico-racial lancé par une minorité inhumaine, féroce, qui a usurpé une terre. Cette doctrine raciale a sécrété un quadrillage minutieux qui insère dans ses filets implacables l'intimité même de groupes humains, les broyant dans un immobilisme d'esclaves. Le système de vivisection sociale s'appuie sur des techniques ultramodernes, législation d'une complexité unique au monde, fichiers ordinateurs, études sociologiques et psychologiques des plus poussées, système d'encadrement de police, de répression. Quant à la lutte anti-guérilla, les concepteurs de l'apartheid sont les premiers à l'avoir scientifiquement élaborée. Mais le soubassement idéologique est d'un tout autre âge. C'est à la fois un regard zoologique jeté sur l'humanité, et une vision archaïque ressurgissant d'un fond très obscur. Cette volonté de fonder un monde pétrifié, clos, qui va à l'encontre des forces de vie s'apparente à l'univers hitlérien. Toutefois, ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est que les fondements de ce monde à part sont ébranlés. D'abord par la présence effective des pays de la ligne de front, Angola, Botswana, Mozambique, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe, qui, malgré leurs difficultés et même leur dépendance, sont mobilisés en permanence contre la nature de ce système et soutiennent les forces populaires intérieures. Deuxièmement, la conscientisation active et militante des Noirs américains contre l'apartheid forme désormais une force de pression dans le pouvoir des États-Unis. En dernier lieu, un très grand courant des forces de progrès se mobilise de plus en plus dans le monde. Cela s'est concrétisé par le prix Nobel de la paix, décerné à l'évêque Desmond Tutu. Ce pays, laboratoire kafkaïen, n'est comparable à aucun pays dans le monde. Il recèle des possibilités de surprise insoupçonnables. Les yeux ont généralement l'habitude de se tourner vers les incidents et les brasiers visibles. Corne de l'Afrique, Moyen-Orient, Afghanistan, Amérique centrale. L'opinion courante, dirigée et orientée par la presse internationale et les grands ténors politiques, craint périodiquement que ne s'allume en Europe une troisième guerre mondiale. Ce fut le cas en particulier, après l'affaire des missiles soviétiques SS-20 et des Pershing américains. On rappelle très souvent l'importance militaire des forces du pacte de Varsovie, sur les frontières de l'Europe occidentale. On décrit aussi les grandes manœuvres de séduction, de division et de menace de l'URSS. Mais paradoxalement, je crois que le danger mortel qui menace l'humanité et le progrès des peuples est insidieusement localisé dans le totalitarisme capitaliste et raciste du régime de Pretoria. On a très peur de la guerre des étoiles. Mais la déflagration la plus plausible risque de partir de la mer, de la région du Cap, croisée des océans, point d'ancrage de l'empire financier mondial et lieu du plus grand anachronisme humain. C'est pourquoi il n'est pas déplacé, au contraire, que lors des négociations américano-soviétiques tant attendues sur le désarmement, le premier soviétique, M. Gorbatchev, appuyé par les non-alignés, pose et introduise le problème de la nature universellement inadmissible de l'apartheid en République sud-africaine. Dans cette fin du deuxième millénaire de l'ère chrétienne, si le capitalisme mondial ne recule pas, ne s'humanise pas, il n'y aura pas de sursis. L'attention que je vais porter aux événements soudanais et l'expérience retirée d'un voyage en 1972, date de la fin de la première guerre civile qui avait duré 17 ans, ont été essentielles pour orienter ma perception des réalités africaines. Lorsque j'arrivai au Sud-Soudan, le choc fut terrible. De ma vie, jamais je n'ai éprouvé un sentiment si paralysant. Au Soudan, je crus rencontrer l'enfer, l'oubli. Les charognards, les ossements de nourrissons enterrés vivants, le silence d'un destin enfoui sous les sables. Pour la première fois, je pensais toucher l'âme de la mort et je rencontrais la dimension terrible et distendue de ce que l'Afrique d'aujourd'hui doit ramasser pour avancer dans le sens de ce qu'elle est.
Texte intégral, Jeune Afrique, 31 mars 1973, numéro 638. Soudan, deux civilisations, un pays. La culture, la langue, la religion et l'histoire. Tout opposait les hommes vivant au Soudan du Sud à ceux du Nord. Il y a tout juste un an, ils ont pourtant fait la paix dans l'unité et le respect mutuel de leur personnalité, leur identité. Plus qu'aucun autre en Afrique, le Soudan est le pays de la diversité et des particularismes. Rattaché à l'Afrique méditerranéenne par la longue oasis du Nil irriguant de vastes plateaux désertiques, le Soudan s'ouvre au nord sur le monde arabe et plonge, au sud, au cœur de l'Afrique tropicale. Son immense territoire, 2,5 millions de km², touche l'Égypte, la Libye, le Tchad, la République centrafricaine, le Zaïre, l'Ouganda, le Kenya, l'Éthiopie. Il débouche en outre sur la mer Rouge par une bande côtière de 600 km face à l'Arabie saoudite. Le Soudan est sans doute le pays du monde qui a le plus grand nombre de frontières communes, et c'est là l'origine de ses particularismes ethnico-religieux très tranchés, de son écartèlement entre deux foyers de civilisation, monde arabe et monde noir. Il est impossible de comprendre les problèmes qui se posent au Soudan d'aujourd'hui, si l'on se borne à lui appliquer de manière mécanique le schéma marxiste de la lutte des classes. Car deux réalités qui sont en même temps deux ordres de contradictions distincts, se superposent et s'imbriquent. Les forces politiques modernes se greffent sur un substrat ethnico-culturel de caractère conflictuel. Même si ces particularismes représentent un anachronisme par rapport à l'évolution du monde contemporain, ils restent subordonnés et insérés dans les contradictions de classe sur le plan national et international, et n'en conservent pas moins leur dynamisme propre. Les problèmes soudanais sont ceux-là même qui se posent à l'ensemble de l'Afrique. À l'échelle continentale, il s'agit d'harmoniser deux groupes de civilisations dont les caractéristiques et l'évolution historique respectives n'ont pas encore permis l'intégration. À l'échelle nationale, il faut réaliser la soudure de groupes ethnico-religieux ou régionaux dont les tendances centrifuges sont trop souvent utilisées par les forces de l'impérialisme. Depuis 4 ans, le gouvernement Néméry s'efforce de résorber ces deux contradictions, et l'expérience intéresse l'ensemble des pays africains pour lesquels elle peut être, si elle réussit, un exemple de portée historique. C'est pourquoi ce qui se passe au Soudan doit être suivi avec attention par tous les Africains. Et il faut aussi connaître l'évolution historique du pays, pour comprendre la conjoncture soudanaise. Le premier clivage. Ancienne province de l'Égypte pharaonique, christianisée au VIe siècle, elle créa une église originale et autonome en opérant une fusion entre les doctrines chrétiennes et l'ancienne religion égyptienne. Ce n'est que 8 siècles plus tard que l'islam devient religion dominante dans le nord. Au début du XIXe siècle, les armées de Mohamed Ali annexent le Soudan à l'Égypte, mais les régions méridionales échappent à la conquête culturelle et religieuse. Au nord, vont s'implanter l'administration et le commerce. Les structures d'échange se développent sous l'impulsion de l'autorité égyptienne, qui favorise la naissance de nouvelles classes sociales. L'islam et l'arabe, en tant que religion et langue officielle, constituent un facteur par quoi le nord sera unifié et séparé du sud qui reste animiste et chrétien. Ce premier clivage ira s'accentuant. En 1898, l'Angleterre, qui convoite cette région comme un carrefour stratégique et commercial exceptionnel, impose à l'Égypte le statut de condominium sur sa colonie. L'indépendance. Aux organes centraux de type égyptien et arabe du Nord vont se superposer ceux d'un empire occidental à caractère mercantile et capitaliste. C'est dans le Nord l'ouverture des comptoirs. L'extension de la production de coton qui, par la voie du canal de Suez, doit alimenter l'industrie anglaise et l'immense marché que représente l'Empire britannique, engage le Nord dans un processus de développement que ne connaît pas le Sud de plus en plus isolé et arriéré. Ces deux types de colonisation vont créer au Nord une vie politique intense, calquée sur les modèles anglais et égyptiens. Le nationalisme égyptien qui secoue la tutelle de l'Angleterre va alimenter le nationalisme soudanais. À Khartoum, le nationaliste unioniste parti prend la tête du mouvement pour l'indépendance avec l'Oumma, nation en arabe, mais il y a entre eux des divergences qui reflètent la dualité du condominium. L'attraction de l'Égypte se manifeste au sein du nationaliste unioniste parti regroupant l'intelligentsia soudanaise,
tandis que la préférence du parti nationaliste traditionnel qu'est l'Oumma va vers l'Angleterre vis-à-vis de qui il préconise des liens étroits. Mais la volonté d'indépendance du peuple soudanais scellera l'union des partis, et en 1956, le Soudan indépendant se maintient à égale distance de l'Égypte et du Commonwealth. Telle fut la base du compromis auquel se rallièrent tous les partis du Nord à la veille de l'indépendance. Mais aussitôt l'indépendance acquise, les divergences ressurgissent, multipliant les contradictions au sein du nouvel État. En marge de ces affrontements entre les partis politiques du Nord, le Sud, exclu d'un processus socio-économique comme du pouvoir politique, renforce ses particularismes. L'insurrection s'organise. De 1956 à 1958, le Soudan est régi par un gouvernement parlementaire à la tête duquel se succède le nationaliste unioniste parti avec Ismaël El-Azani, puis l'Oumma avec Abdallah Khalid. L'instabilité gouvernementale s'instaure. La situation économique déjà précaire est aggravée par la fermeture du canal de Suez. Les objets les plus élémentaires tels que les allumettes sont introuvables. Malgré le marasme économique qui s'installe, affectant tous les secteurs de la vie sociale, les partis persistent dans leur jeu stérile d'alternance et se montrent plus préoccupés d'accaparer les portefeuilles ministériels que de trouver une issue à la crise. L'insurrection. Indifférent jusqu'ici au jeu politique, le peuple va, dans un sursaut, se mobiliser par des manifestations, des grèves et des émeutes. Il réclame la fin du régime des partis. L'armée, à ce moment, est le seul corps organisé qui peut sauver la situation. Son intervention est donc très attendue par le peuple. En novembre 1958, le général Aboud prend le pouvoir. Il bénéficie d'un soutien populaire, justifié par le désir de voir se résoudre la situation économique. À cette fin, il se tourne vers les États-Unis. Mais l'aide américaine, loin d'apporter un remède quelconque, va enlever au gouvernement toute initiative. Un exemple, le développement économique est conditionné par la création d'une infrastructure routière et ferroviaire permettant les échanges et reliant les diverses régions de l'immense Soudan. La construction de l'autoroute Khartoum-Ouad Madani, confiée aux Américains, non seulement ne sera pas menée à bien, mais affaiblira la position du régime. Le projet à peine commencé, les Soudanais découvrent que le coût des experts américains avait déjà englouti la moitié de la somme affectée à son financement. La réaction du peuple est vive, les partis politiques neutralisés par Aboud développent l'agitation dans les grands centres urbains. Parallèlement, l'insurrection s'étend dans le sud et prend la forme d'une organisation politico-militaire qui radicalise ses positions, prône la sécession et bénéficiera du soutien d'Israël. Un gouvernement provisoire est déjà créé à l'étranger. Aboud, acculé, abandonne la solution des problèmes économiques pour donner la priorité à l'unité nationale. C'est dès 1959, la vaine expédition d'une armée de 17 000 hommes dans le sud. Tandis que le budget de l'État est lourdement grevé par les dépenses militaires, 40 millions de livres sterling par an, les populations du Nord voient leurs conditions de vie empirer. La répression. Au sud, c'est l'accélération de l'exode des élites, la fuite des populations vers les pays voisins, le durcissement de la résistance. Dans cette atmosphère d'échec et de crise, Aboud intensifie la répression au nord au sein des couches populaires. Les fondements de l'État sont menacés. Le mois d'octobre 1964 est marqué par des manifestations dans toutes les villes et les villages. Le peuple exige le départ d'Aboud. Devant l'échec de sa politique au sud, les nationalistes musulmans d'extrême droite de la secte des Ansars prennent la tête d'une insurrection armée à Khartoum et Omdurman. Plusieurs dizaines de morts et une centaine de blessés annoncent la fin du régime. Au même moment, les forces populaires reprennent l'agitation urbaine. Le 28 octobre 1964, des manifestants sont tués par la police, c'est le détonateur. Des grèves paralysent tous les secteurs de la vie économique. Le général Aboud se décide à utiliser l'armée contre le peuple, mais un groupe d'officiers libres, dont Néméry est le leader, refuse d'obéir. C'est déjà une force politique nouvelle prête à prendre la relève. Le pouvoir militaire d'Aboud est miné de l'intérieur. Du côté civil, Babikir Awadallah, deuxième personnage de l'administration judiciaire, prend la tête d'une grande manifestation populaire. Aboud est contraint à la démission.
S'ils ont joué un rôle décisif, les jeunes officiers préfèrent néanmoins se mettre à l'écart et laisser les partis briguer les suffrages. Des élections ont lieu, et les partis politiques se réinstallent au Parlement. De 1965 à 1969, 4 gouvernements de coalition se succèdent. Un grand nombre de militaires nationalistes de droite prennent la tête des organes directeurs du pouvoir civil et intensifient la répression au sud où la situation s'aggrave. À l'instabilité gouvernementale et à la détérioration des fondements de l'État s'ajoute le désarroi qui règne dans tout le pays. 1969, année décisive. De jeunes officiers, parmi lesquels Néméry, sortent de leurs réserves et prennent le pouvoir en y associant Aouad-Allah, chef de file de l'Union socialiste arabe pro-nassérienne. Les derniers mois du régime des partis ont été très cruels. Sous la direction successive de 2 gouvernements dirigés par le parti Oumma d'extrême droite, de 1966 à 1967, Sadiq El-Mahdi, et de 1967 à 1969, Mohamed Ahmed Maghoob, la répression a redoublé au sud, tandis qu'au nord, elle frappait aussi le Parti communiste. Le peuple, redoutant une guerre civile au nord, lance des appels pressants aux partis politiques. De justesse, ce danger est écarté par l'arrivée au pouvoir de Néméry. Les directions des partis politiques sont complètement discréditées. L'équipe Néméry va proposer au Parti communiste et à l'Union socialiste arabe de participer au pouvoir et à l'organisation de la vie économique. C'est la constitution d'un Front national progressiste à tendance socialiste. Riposte à droite. Le programme de Néméry repose principalement sur l'unité nationale pour laquelle il préconise l'autonomie du Sud et la création d'un ministère des Affaires du Sud dirigé par un sudiste. D'autre part, la tentative d'instauration d'un État islamique par les dirigeants de l'Oumma est déjouée. La riposte des forces de droite ne se fait pas attendre. En mars 1970, l'imam al-Mahdi, avec l'aide des frères musulmans et des organisations d'extrême droite des pays limitrophes, tente d'abattre le gouvernement du Front national. Avec 30 000 partisans, équipés d'armes modernes et de canons anti-aériens, les hommes de Mahdi partent de l'île d'Aba en direction de Khartoum. Les foyers insurrectionnels surgissent au même moment dans la capitale. Sous la direction du général Gaafar Néméry, la rébellion est impitoyablement écrasée. La droite décapitée n'en conserve pas moins ses racines. Le Parti communiste et l'Union socialiste arabe cohabiteront-ils longtemps avec l'équipe des jeunes officiers ? L'Union socialiste arabe accepte mal, quant à elle, l'autonomie du Sud. La paix intérieure. Elle va se préoccuper de modifier imperceptiblement les lignes de la politique de Néméry à cet égard. Car sa doctrine panarabe est en contradiction avec l'octroi d'une autonomie quelconque dans une entité arabe, considérée comme intangible. C'est dans cette perspective que l'Union socialiste arabe rejoindra les positions de l'extrême droite. Mais par ailleurs, elle s'inquiète de la participation et du dynamisme des communistes à la direction de la vie politique. Le nouveau régime est lui aussi écartelé entre de puissants courants. Le 22 juillet 1971, la coalition va éclater. Un groupe d'officiers réussit un coup d'État qui le porte au pouvoir pour 3 jours. Les insurgés comptent gouverner avec les communistes. L'intervention de la Libye et de l'Égypte, qui craignent l'installation au Soudan d'un gouvernement communiste, sauve le régime Néméry. C'est la liquidation des leaders du Parti communiste et le renforcement au pouvoir de l'Union socialiste arabe. La crise passée, Néméry se consacre de nouveau au problème du Sud qui devient le pivot de sa politique. Pour lui et ses partisans, le développement du Soudan est conditionné par la paix intérieure, autrement dit par la recherche d'une solution pacifique du conflit. De 1956 à 1972, date des accords d'Addis-Abeba, aucune politique de développement n'a pu être mise en œuvre en raison des cris politiques ininterrompus au sein du pouvoir d'où les sudistes sont exclus. Le gouvernement de Néméry prend contact avec les leaders sudistes avec le concours de l'OIA. Il se montre décidé à nouer des rapports de bon voisinage avec les États africains qui accordent refuge et assistance à la rébellion, notamment l'Éthiopie, l'Ouganda, le Zaïre. C'est pourquoi il interrompt son assistance aux Érythréens. Les présidents du Tchad,
de la République centrafricaine et du Zaïre se sont engagés à favoriser le retour des réfugiés soudanais et à soutenir la politique inaugurée par Néméry. Par l'intermédiaire de lois, s'amorce un processus de négociation avec les sudistes. Le 26 février 1972, un accord est signé entre les deux parties sous les auspices de l'empereur d'Éthiopie et par la médiation des autorités œcuméniques représentées par le révérend Burgess Carr, secrétaire général de la Conférence panafricaine des Églises. L'accord d'Addis Abeba renforce la position de Néméry sur le plan international. Khaled Mansour, ministre des Affaires étrangères, est chargé de la coordination de l'aide internationale aux réfugiés et du développement économique de la région méridionale. À cet effet, une commission d'assistance, à laquelle participent les organismes spécialisés des Nations Unies et des organisations philanthropiques internationales, est créée. Le coût du plan d'assistance est estimé à 140 millions de dollars. Parallèlement, les projets de développement de l'économie, avec le rétablissement de la paix intérieure, obtiennent la faveur des organismes internationaux de financement. Ce règlement du conflit sera condamné plus ou moins ouvertement par la Libye et l'Égypte. Le colonel Kadhafi, notamment, avait clairement exprimé sa préférence pour le règlement du conflit dans un cadre strictement arabe. C'est pour les mêmes raisons qu'une divergence éclate en septembre 1972 entre l'équipe Néméry et l'Union socialiste arabe. Devant la fermeté de Néméry, les deux principaux chefs de file de la tendance panarabe, Khalid Hassan Abbas, deuxième vice-président et ministre de la Défense, et Mamoun Awad Abou Zeid, démissionnent du gouvernement et gagnent l'Égypte. Néméry, jugeant intolérable la position de la Libye et de l'Égypte contre la solution apportée au conflit, prend ses distances vis-à-vis de l'Union des républiques arabes. D'autant plus que le Sud est hostile à cette fédération. En mars 1972, le général Lagou déclarait: les Soudanais du Nord ressemblent bien plus aux Soudanais du Sud qu'à n'importe qui en Jordanie ou au Proche-Orient. Ils nous ressemblent comme des frères, mais ils se sont tournés vers le monde arabe en quête de fraternité. En avril, M. Khalid Mansour déclare que Khartoum n'adhérerait pas à l'Union sans avoir consulté l'ensemble du peuple soudanais. Septembre 1972 est marqué par la dégradation des rapports entre l'Égypte et le Soudan. Néméry rappelle les troupes soudanaises stationnées le long du canal de Suez depuis l'agression israélienne de 1967 et fait fermer l'école militaire égyptienne qui s'était repliée à Gabal Aoulia, près de Khartoum, après la guerre des 6 jours. Il reproche au président Anwar el-Sadat d'avoir accepté une aide américaine de 100 millions de dollars pour le déblaiement du canal sans avoir consulté ses partenaires arabes et de maintenir des rapports commerciaux intenses avec les USA, malgré la rupture des relations diplomatiques intervenue en 1967. Dès ce moment, le gouvernement Néméry, soutenu par le Parti unique de l'Union socialiste soudanaise créé en 1971, oppose ses options nationalistes à la politique panarabe. Il se consacre exclusivement à la consolidation de l'unité nationale et du développement. L'accent est mis principalement sur les projets de développement de l'infrastructure routière et des ressources agricoles. La Chine finance à présent la construction de l'autoroute Khartoum-Ouad Madani, qui reliera la capitale à la riche province agricole de Kessala où se trouvent des gisements de pétrole découverts par les Chinois. Ceux-ci ont conseillé au gouvernement, pour des raisons financières et techniques, de s'adresser aux Américains pour l'exploitation. Les rapports américano-soudanais ont repris en juillet 1972. Notons qu'après le coup d'État communiste de 1971, les relations avec l'URSS, pourtant premier client du Soudan, acheteur de 60% d'une production de coton qui représente le quart de la production mondiale, ont été interrompues. L'assistance chinoise a donc profité de ce retrait soviétique, d'autant plus que Pékin a apporté son soutien officiel au gouvernement Néméry lors de la liquidation des communistes. La politique chinoise en Afrique, hostile à tout mouvement soutenu par l'URSS, a donné jusqu'à présent ses préférences à l'orientation nationale progressiste et neutraliste. C'est cette ligne de conduite qu'elle a observée au Soudan en 1971. L'autonomie. En octobre 1972,
l'aide américaine a officiellement accordé un crédit de 7 millions de dollars pour l'infrastructure routière. La France et l'Italie financent elles aussi des projets de transport. Les relations avec la République fédérale d'Allemagne, interrompues en 1967, ont été normalisées en décembre 1971, et la RFA a financé la construction de la station de radio-TV de Ouad Madani. Elle avait déjà construit en 1963 celle d'Omdurman et détient l'assistance exclusive dans le domaine des télécommunications. D'autre part, la Banque mondiale semble favorablement disposée à l'égard des projets de développement du Soudan, comme l'a montré la visite de son directeur, M. McNamara, en décembre 1972. Comment ont été concrétisés les accords de paix ? Les 3 provinces du Sud, au Nil, Bahr el-Ghazal et Équatoria ont été réunies en une seule entité régionale, ayant pour chef-lieu Juba et bénéficiant d'une autonomie fondée sur le double principe de la décentralisation administrative des organes étatiques et de la participation populaire à la politique. Les autorités régionales, responsables des affaires provinciales, le sont aussi d'un budget qu'alimentent les taxes locales et une contribution du gouvernement central. La respectabilité. La province du Sud a été dotée d'une assemblée populaire régionale, et parallèlement, la population du Sud conserve sa représentation au Parlement de Khartoum. Un haut conseil exécutif régional a été créé, ayant à sa tête M. Abel Aléhir, également vice-président de la République. Un remaniement ministériel a permis à plusieurs personnalités du Sud d'entrer dans le gouvernement central. Le ministère du Plan a ainsi été attribué à M. Laurent Wolwol et le portefeuille des affaires locales à M. Samuel Lobaye. L'arabe est déclaré langue officielle, mais l'anglais est reconnu par les accords comme la langue principale dans le Sud, tandis que l'enseignement des langues locales nègres est autorisé et sera favorisé. Près de 6 000 hommes de l'armée Anyanya ont été intégrés dans l'armée, et le commandement des forces stationnées dans le Sud est assumé par un organisme mixte pour la période de transition, 18 mois. Le général Lagou, ancien chef militaire de l'Anyanya Army, a été promu au rang de major général dans l'armée nationale. Les rapports politiques internes ont été profondément modifiés. Le gouvernement bénéficie de l'appui unanime de la province du Sud, malgré les inévitables retards de la reconstruction. M. Madine Garang, l'un des plus ardents animateurs du mouvement pour la libération du Sud, ancien porte-parole des Anyanya, a déclaré « Quoi qu'il arrive, le président Néméry aura donné au Sud une chose que personne ne pourra plus lui enlever, sa respectabilité. » Quels enseignements tirer de cette rétrospective ? L'intégration des minorités ethnico-culturelles ne peut plus se faire, comme au siècle dernier en Occident notamment, par leur anéantissement pur et simple. En Afrique, dans ce continent travaillé par des forces centrifuges, l'exemple soudanais est historique. Un État, qui a supporté une guerre de 17 ans contre une province révoltée, accorde l'autonomie. Est-ce une faiblesse comme certains le croient ? Le monde a connu au cours des dernières années plusieurs guerres à caractère particulariste. Elles se sont terminées de 2 manières. Ou par la sécession, sans conteste un affaiblissement, qui se traduit par une perte de puissance. Ou par une réintégration imposée par la force, qui se traduit par l'anéantissement d'un groupe. Mais là aussi, l'État qui croit avoir retrouvé sa cohésion en écrasant une composante de sa population est promis à l'affaiblissement, soit que la révolte renaisse de ses cendres, soit que le peuple, dont elle était l'expression, perde à tout jamais sa vitalité, son élan créateur. Entre ces extrêmes, l'autonomie a le mérite de se fonder sur le respect des différences. Dans ces conditions, le groupe autrefois opprimé n'aura-t-il pas toutes les raisons de contribuer au renforcement de l'État ? Et cette solidarité retrouvée au niveau de l'État, n'est-elle pas l'unique moyen d'empêcher les infiltrations étrangères ? La coopération. L'expérience soudanaise engage aujourd'hui le destin du continent. Un État à dominante arabe administre la preuve de l'unité nationale. La paix intérieure y passe d'abord par la reconnaissance et la confirmation des droits légitimes de la minorité dans sa spécificité culturelle. Elle passe aussi par la participation effective de cette minorité aux affaires de l'État. C'est démontré qu'entre les civilisations arabo-islamiques et négro-africaines, les différences ne sont pas irréductibles. C'est d'autre part,
suggérait que si les États du continent sont condamnés à s'unir, leurs efforts de coopération économique et politique seraient gravement compromis sans un rapprochement puis une harmonisation des deux familles de civilisation. Les accords d'Addis-Abeba ont donc renforcé le Soudan et par là même, les mondes arabo-islamiques et négro-africains. Un équilibre a été établi. Il est certes encore fragile. Un échec est toujours possible. Mais il faut se convaincre qu'il aurait les pires conséquences pour l'union des peuples de l'Afrique, pour une unité africaine qui est elle-même une construction toujours à faire et à consolider. Texte intégral, Jeune Afrique, 3 mai 1984, numéro 1221. Le Soudan Seine, Afrique oubliée. Prise en étau entre un mouvement politico-militaire parti du Sud et une agitation sociale généralisée dans le Nord, le maréchal Nimeri a, le dimanche 29 avril, décrété la loi martiale sur l'ensemble du territoire. Pour que cette loi soit effective et sans faille, il va procéder à une nouvelle réorganisation de l'armée en la frappant à la tête. Le poste de chef d'état-major appartient dorénavant à 3 généraux à pouvoir égal. Entre juillet et octobre 1983, les forces de sécurité, remaniées par les conseillers américains, arrêtent des officiers supérieurs soupçonnés peu sûrs ou aux idées proches des milieux d'opposition de la capitale. C'est l'avènement en nombre d'une nouvelle catégorie de promus, les lieutenants généraux, et l'affectation d'officiers politiquement sûrs au sein d'entreprises civiles, transports, travaux publics, usines. Cette structure militaire de direction intégrée aux entreprises publiques a pour but d'enrayer au départ tout mouvement social. Dans ce climat, le président maréchal crée le 1er mai 1984 9 tribunaux d'exception, dont les verdicts sont sans appel, pour juger les citoyens qui contreviennent aux mesures de l'état d'urgence. Le Soudan, cette Afrique oubliée, vit à nouveau sur fond de tragédie. Comment en est-on arrivé là ? Il faut essentiellement interroger l'accord d'Addis-Abeba, du 28 février 1972. Cet accord a mis fin à 17 ans d'une guerre qui a opposé les guérilleros du Sud, à Nyanya, aux différents pouvoirs qui se sont succédés à Khartoum. Par l'article 3, le gouvernement central de Nimeri reconnaissait que les 3 provinces du Sud, Bahr el-Ghazal, Équatoria et Haut-Nil, constituaient, au sein de la République démocratique du Soudan, une région autonome qui prendrait le nom de la région du Sud. De même, l'article 8 de la Constitution du Soudan est aussi très explicite. Il inclut l'accord d'Addis-Abeba comme une loi organique qui ne peut être modifiée sauf en conformité avec la clause suivante. Toute disposition ou amendement à apporter à l'accord d'Addis-Abeba doit obtenir la majorité des 3/4 des voix à l'Assemblée nationale et ensuite, les 2/3 des suffrages des populations du Sud par voie de référendum. Or, au mépris de ces dispositions constitutionnelles, en septembre 1983, Nimeri choisit d'imposer un changement fondamental aux institutions du Sud. Par décret, il décide de rediviser le Sud en 3 régions distinctes et d'imposer la loi islamique à l'ensemble du pays. C'est la violation de la Constitution, la négation de l'état de droit, on tombe dans l'arbitraire pur. Un souffle profond de libération. Dès la fin 1981 se dessinait déjà cette stratégie de démembrement du Sud. Le gouvernement de Khartoum avait alors dissous le gouvernement régional du Sud présidé par M. Abel Allier, leader des partisans de l'unité du Sud, aujourd'hui en surveillant. Depuis lors, un nombre croissant d'intellectuels sudistes croupissent dans les insalubres prisons de Kobar. M. Bona Malwal, sudiste, fondateur du mensuel de langue anglaise Sudanao, la publication la plus solide du pays par ses analyses et ses réflexions, est assigné à résidence dans les locaux des services de sécurité à Khartoum. Dès la proclamation de la division du Sud, les ex-maquisards intégrés dans l'armée de Bahr el-Ghazal et du Haut-Nil reprennent les armes et gagnent les maquis. Le maréchal Nimeri réagit aussitôt. Il met en application la politique de rotation des troupes entre le Nord et le Sud. C'est un échec. Les garnisons sudistes de Bor, Pibor, Pachala se mutinent. Des conflits éclatent à Ayod et à Wahat. Près de 2000 militaires et officiers supérieurs rejoignent la forêt, armés, et installent des forts de repli près de la frontière éthiopienne. Mais quel est le fond du problème qui sous-tend une politique aussi explosive ? L'enjeu ne peut être que très important.
L'origine de la violation de l'accord d'Addis-Abeba, qui a abouti au démembrement juridique des institutions unitaires du Sud, est à chercher entre autres dans la découverte et dans les projets d'exploitation de la très riche zone pétrolière de Bentiu dans le Sud. Pour soustraire son exploitation au regard de la juridiction sudiste, Néméry avait déjà tenté de faire voter par le Parlement de Khartoum une modification des frontières qui aurait placé le site dans la région nord. Il a dû reculer devant la mobilisation des populations et des parlementaires sudistes. De là découle sa nouvelle stratégie d'écrasement du Sud. Le pétrole du Sud, un enjeu mondial. Les projets pétroliers sont déjà avancés. Un oléoduc relie Bentiu au port de Marsa Néméry sur la mer Rouge, à 20 km de Port-Soudan, pour rejoindre Yambo, en Arabie Saoudite, où le pétrole sera traité. Le nouveau pactole doit être entièrement drainé vers le nord, acheminé vers les complexes pétrochimiques et les ports d'évacuation d'Arabie Saoudite contrôlés par les multinationales américaines. Les lourds investissements consacrés aux infrastructures qui doivent drainer les ressources du Sud jusque vers les alentours de la mer Rouge répondent aux desseins économico-stratégiques des Américains avec leurs principaux partenaires que sont l'Arabie Saoudite et l'Égypte. C'est ce qui explique le soutien inconditionnel des États-Unis, principal bailleur de fonds et fournisseur d'armes du régime Néméry. Quant à l'Égypte, elle constitue la colonne dorsale du régime en maintenant une assistance militaire de près de 2000 hommes autour de la capitale. Le 25 mars 1984, le président égyptien Hosni Moubarak est venu réaffirmer à Khartoum que le pacte de défense commune signé par Anwar el-Sadat en 1976 est plus que jamais en vigueur. D'une durée de 20 ans, renouvelable, il inclut la présence de 50 000 soldats égyptiens sur le sol soudanais. Comme on le voit, dans ces grandes affaires, le Sud et ses populations ne sont pas pris en compte. Ils étaient déjà les oubliés de l'histoire durant la domination turco-égyptienne, 1820 à 1898, durant la colonisation anglo-égyptienne, 1899 à 1956, et sous les différents gouvernements du Soudan indépendant qui se sont évertués à les écraser. Une fois de plus, le choix ethnico-géographique est clair. Il condamne le Sud nègre à la clochardisation. À la fin du deuxième millénaire, cela n'est plus possible. La guerre qui recommence contient un souffle profond de libération car il s'enracine cette fois-ci, au cœur de toutes les contradictions régionales et mondiales. L'intensité et la multiplicité des attaques contre les garnisons loyalistes mettent à mal le pouvoir central, obligé d'acheminer des renforts à des milliers de kilomètres de leur base. Les données de la nouvelle guerre que doit affronter Néméry est de toute autre nature que celle naguère, des Anyanya composés en majorité de paysans maquisards qui se battaient avec des flèches empoisonnées et des armes de fortune. Aujourd'hui, ce sont des soldats rompus au maniement des armes modernes qui connaissent la stratégie des maquis et la forêt. L'élément nouveau est la naissance du MLPS, Mouvement de libération des peuples soudanais, avec son aile militaire l'ALPS, Armée de libération des peuples soudanais. L'homme qui est à la tête de l'ALPS n'est pas un inconnu. Le colonel John Garang, JA, numéro 1219, ex-combattant des Maquis du Sud, est un ancien professeur associé de l'Université de Khartoum, docteur en sciences économiques de l'Université de l'Iowa, aux États-Unis, et diplômé de l'école militaire de West Point. Parallèlement à la lutte armée qu'il dirige, le MLPS élabore et lance publiquement un programme qui s'étend au pays tout entier, dépassant ainsi le clivage traditionnel entre le Sud animiste et chrétien et le Nord musulman et arabisé. Il a pour but de libérer le pays de la tyrannie d'une minorité. Sa lutte ne sera en aucune façon raciale ou religieuse. Il combat pour un développement égal et solidaire pour toutes les nationalités et les régions, une liberté de culte pour tous sans distinction. Dans ce grand jeu de la reconquête, ce programme parti du Sud peut trouver des échos dans le Nord où la situation est dramatique. Les ressources de l'État étant à 50% absorbées par les dépenses militaires et de sécurité, le niveau de vie populaire et les services sociaux se sont effondrés. Cela a déclenché la grève des médecins et des infirmiers, la démission des juges soutenus par le corps des avocats, la grève des professeurs et des étudiants. Les universités sont fermées depuis avril 1984.
Le marché noir et le bakchiche règnent en maître. Les responsables syndicaux et les partis politiques progressistes, devant la pression de la dictature, sont acculés à se restructurer dans la clandestinité. Dans ce grand jeu de la reconquête de l'Afrique dont l'Amérique est maître d'œuvre, l'URSS n'est certainement pas indifférente. Quant à la France de la finance qui cherche éperdument une bonne place dans ce pactole, la résistance soudanaise lui demande d'arrêter son aide au régime de Khartoum. Texte intégral, Jeune Afrique, 8 décembre 1994, numéro 1770. Soudan, génocide oublié. Le Nouvel Observateur a récemment publié, sous la plume de Jacques Julliard, un article intitulé Soudan, le marché de la honte. Ce texte dénonçait notamment les bombardements, déportations, tortures, massacres, dont sont victimes les Noirs du Sud-Soudan qui subissent un véritable martyre, l'un des plus honteux et des plus cachés de cette époque sanglante. Notre ami Jean-Pierre Ndiaye a tenu à faire part à Jacques Julliard. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.